Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, il y avait encore une réunion de plus hier soir à l'Elysée sur les pénuries de carburant. Emmanuel Macron qui nous avait promis une amélioration cette semaine dans les stations-service. Moi, j'ai pas bien vu tout ça. Comment est-ce qu'on peut accélérer, encore une fois, le déblocage de la situation? On se dit, mais que peut faire de plus? On est aux frontières de l'économie, évidemment. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus le gouvernement? Il y a eu la libération des stocks stratégiques, il y a eu les réquisitions et même le demi-milliard d'euros, il faut le dire, lâché par le gouvernement sur la prolongation de la ristourne sur l'essence. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est pas dans les mains du gouvernement. Enfin, je veux dire, c'est essentiellement dans les mains de l'entreprise Total, Énergie et des syndicats. Il faut qu'ils arrivent à un accord. Enfin, je veux dire, il y a eu un accord majoritaire, nous dit Total Énergie, deux syndicats, CFE, CGC et CFDT, qui ont accepté les 7% de salaire, plus une prime d'un mois de salaire, offerte par la direction de Total. Oui, qui ne correspond pas aux 10% de salaire demandés par la CGT. Oui, mais je crois on a un accord majoritaire pour le coup. Là. Oui, je crois qu'il faut trouver un accord avec les salariés des raffineries. Enfin, je crois que voilà. Probablement ça va se faire parce qu'il y aura un accord à la fin de la semaine, y compris avec la CGT de la chimie raffinerie. On ne peut pas la laisser bloquer de tout le pays pendant plus d'un mois et ça devient complètement contre-productif pour tout le monde. Donc j'ai espoir qu'il y ait un accord, mais honnêtement, le gouvernement ne peut pas grand-chose. Le gouvernement ne peut pas réquisitionner globalement les raffineries. Il peut réquisitionner quelques dépôts pour débloquer un peu la situation, mais à la fin, il faudra qu'il y ait un accord avec la CGT des raffineries. Je vois pas. À qui la faute dans cette affaire? À qui la faute, Patrick? Est-ce que c'est la CGT qui est trop jusqu'au boutiste parce que Total Énergie a quand même lâché des choses, ou le pétrolier qui a tardé à céder aux revendications, encore une fois, de ses salariés, ou a aussi un gouvernement qui n'a pas pris la mesure de la situation, ou un peu tout le monde? Oui, mais enfin, normalement, dans le secteur privé, c'est les entreprises privées qui négocient. Enfin, bon, alors Total Énergie, une entreprise particulière, mais normalement, c'est à la direction de l'entreprise et au syndicat de l'entreprise à négocier. Enfin, ils l'ont fait tardivement, clairement. Je crois qu'il y a aussi un sujet très spécial Total. C'est une entreprise très particulière. C'est une entreprise qui gagne et qui va gagner durablement beaucoup d'argent. Parce que le prix de l'énergie fossile va rester élevé, parce que l'Arabie Saoudite et la Russie, mais surtout l'Arabie Saoudite, a trouvé les moyens de maintenir un prix élevé dans une situation où sont les seuls qui peuvent faire varier leur production. Les autres pays producteurs produisent à plein régime et l'Arabie Saoudite est les seuls à pouvoir ajuster sa production et de ce fait à gagner le contrôle des prix du pétrole. Et au début de la transition énergétique, elle a intérêt à avoir un pétrole cher parce qu'elle a intérêt à accumuler des réserves. Donc Total et les autres pétroliers mondiaux vont gagner beaucoup d'argent durablement. Et donc, ce qu'on peut reprocher au gouvernement, c'est de ne pas s'être occupé de cette situation. Cette situation où il y a une rente pétrolière qui va être durable, c'est pas simplement cette année, ça va durer plusieurs années jusqu'à ce que la transition soit bien avancée. On peut appeler ça des surprofits, des super-profits ou pas? C'est en vocabulaire que dit l'économiste? C'est une rente. Il y a des rentes partout. C'est une rente particulièrement forte parce que les compagnies pétrolières ont des coûts de production beaucoup plus bas que le prix du baril marginal qui est produit. Donc c'est une rente. Et au niveau de rente où ça parvient, c'est une rente qui a un effet macroéconomique. Je veux dire, Total va probablement faire plus de 35 milliards d'euros de profit cette année. Pas en France, dans le monde entier. Et Total et les autres pétroliers sont un problème macroéconomique pour les gouvernements qui ont besoin d'argent. Et donc c'est légitime ou pas, justement, quand on a besoin d'argent, de chercher à faire contribuer ces pétroliers? Oui. Parce que c'est très clivant comme sujet. Oui, c'est une rente. Les Français sont majoritairement pour, mais c'est très compliqué. Je veux dire, d'abord, cette rente ne se lève pas en France. Elle se lève dans les pays où on produit du pétrole. Et peut-être que ces pays ont des besoins plus importants que l'État français à financer. C'est des pays pauvres, c'est souvent. Et puis, tout dépend de l'usage spontané que les pétroliers font de cette rente.
Si les pétroliers investissaient massivement dans la transition énergétique, personne ne dirait rien. Le problème, c'est que les pétroliers ont investi beaucoup dans les dividendes et les rachats d'actions pour leurs actionnaires. Et ça a créé le... Il y a un changement ou pas de ce point de vue-là? Il y a une accélération des Non, pétroliers? parce que les pétroliers... dans l'investissement? Non, l'investissement de transition, il est important. Ouais, c'est un quart, je crois que c'est un quart de l'investissement annuel. C'est un quart. C'est un chiffre un peu trompeur, parce que Total finance sur ses fonds propres tous les investissements en pétrole et en gaz, et complète ces investissements en fonds propres par des investissements de fonds d'investissement sur toute la partie qui est de transition énergétique. Et donc en réalité, le capital opéré de transition énergétique de Total est beaucoup plus important que ce que donne la vision des fonds propres de Total. Mais c'est 4 milliards, c'est 4 milliards d'investissements. Non, mais c'est 4 milliards complétés par des investissements de fonds et que Total opère. Donc Total investit dans la transition énergétique. Donc c'est plus. C'est 3 fois plus, c'est 3 fois plus probablement. Mais ça n'appartient pas à Total, mais c'est des investissements générés par les actions de Total. Donc en réalité, Total investit plus que ce qu'il met en fonds propres dans la transition énergétique. Mais cela étant, le débat est, si vous avez des rentes à ce niveau sur une période longue de temps, les pétroliers, c'est pas que Total, les pétroliers ne s'en sortiront pas vis-à-vis des États sans un compromis qui contribue plus à la transition énergétique que ce qu'ils font aujourd'hui. Et c'est le compromis qu'il faut rechercher. Et donc il va falloir réduire la part qui est réservée aux actionnaires et augmenter la part qui est liée à la transition. Cela étant, les salariés des pétroliers sont très bien lotis. Oui, c'était une question que j'avais pour vous. Je rappelle, encore une fois, 7% de hausse de salaire, plus une prime d'un mois de salaire conclue avec donc, CFDT, je l'ai dit, et CFE-CGC. Ce n'est pas les 10% que voulait la CGT, mais ce n'est pas ce qu'auront le reste des Français dans leur boulot. Ce n'est pas ce qu'auront la plupart. Ça dépend des secteurs. Cette crise crée une énorme inégalité entre les Français, parce qu'il y a des gagnants. C'est pas que les pétroliers, c'est la tech, c'est la pharmacie. Il y a des gagnants de cette crise, il y a des boîtes qui font cette crise énergétique. D'abord, oui, cette crise énergétique, la crise russe, etc. Il y a des gagnants de cette crise. Il y a des entreprises qui font énormément de profits. C'est des secteurs dont la demande est stimulée par la crise. C'était la pharmacie avant et qui reste le cas avec le Covid. Et puis, il y a des secteurs perdants de cette crise. C'est tous les secteurs qui consomment énormément d'énergie. Ouais. Et donc, ça crée un clivage entre ceux qui profitent de la hausse des prix de l'énergie, des matières premières diverses, du transport, etc., et ceux qui payent cette hausse. Et donc cette crise... La majorité paye cette hausse quand même. Oui, mais enfin, c'est mondialement, pas en France, mais mondialement, c'est homogènement réparti. Il y a autant de gagnants que de perdants. Enfin, il y a autant de gagnants de la hausse des prix des matières premières que de perdants de la hausse des prix des matières premières. Donc c'est un jeu à somme nulle, mondialement. Et donc, ça crée énormément d'inégalités de revenus, de répartition, etc. Et donc, c'est très compliqué à gérer par les gouvernements, parce qu'en ce moment, on parle des pétroliers qui gagnent beaucoup d'argent, et il y a énormément d'entreprises qui sont en très grande difficulté. D'ailleurs, Bruno Le Maire annonce une baisse considérable de la production industrielle au 4e trimestre. Donc c'est un patchwork d'entreprises qui vont très bien et d'entreprises qui vont très mal. Et c'est extrêmement difficile à gérer pour un gouvernement. Mais du point de vue des salariés, ces revendications, Patrick, sont légitimes des salariés qui ne veulent pas voir leur pouvoir d'achat baisser et qui n'auront pas... Quand on voit les négociations annuelles obligatoires, les NAO en entreprise, encore une fois, on n'est pas sur le niveau de 7% il y a une vraie difficulté pour la réponse. Supposons que nous décidions d'indexer complètement les salaires au prix. C'est la question qui est derrière. Voilà. Nous avons perdu 3 points à 3,5 points de revenus en France, mais en Europe, à cause de la hausse des prix de l'énergie. Et donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous devons nous partager 3 points à 3,5 points de perte de revenus. Et si les salaires sont parfaitement indexés sur les prix, cette perte de revenus ne sera subie que par l'État et par les entreprises. C'est ce qu'on avait fait dans les années 80. Les salaires étaient parfaitement indexés, la perte de revenus avait été entièrement supportée par l'État et par les entreprises.
ça avait entraîné une dépression de l'investissement extrêmement longue avec une chute des profits des entreprises. Et donc, il serait plus malin cette fois-ci de acter collectivement qu'on a perdu 3 points ou 3,5 points de... Comment on calcule ces 3 points? Ah bah c'est la hausse du prix de l'énergie importée. Voilà, Hein. Gaz, pétrole. Gaz, pétrole, charbon, voilà, on paye 3 points ou 3,5 points de plus pour l'énergie que nous importons sur une base annuelle. C'est 80 milliards. Et donc, il faut se le partager. Et donc, il faudrait avoir une négociation collective en disant comment se partage-t-on cette perte de revenus. Qu'est-ce que peut faire l'État, compte tenu de sa situation des finances publiques? Qu'est-ce que peuvent faire les entreprises? Qu'est-ce que peuvent faire les salariés aisés? Et évidemment, ne rien demander aux salariés les plus modestes. C'est pas du tout dans le débat. Ça s'appelle la politique des revenus. Ce serait intelligent de faire ça. Et le débat, c'est si je peux obtenir la parfaite indexation de mes salaires parce que je suis en situation de position dominante dans mon entreprise, je le fais. Et puis si je peux obtenir très peu, je ne le fais pas. Il n'y a pas du tout d'éthique dans le débat. Et donc le débat, si devait être raisonnable, ce serait en ces termes. Les salariés modestes, on les protège. Bon, ils sont assez bien protégés par l'indexation du SMIC, la surindexation du SMIC sur les prix. Les salariés, au fur et à mesure qu'on monte dans l'échelle des revenus, ils contribuent plus. Les grandes entreprises, elles contribuent. Les PME sont en difficulté, ne contribuent pas. Et l'État, on voit ce qu'il faut. Ça paraît évident sur le papier, en théorie. On dit qu'en pratique, mais on en est loin. Il faut comprendre que nous devons nous partager 3,5 points de PIB de pertes. C'est perte de revenus qu'on ne probablement reverra pas. Et donc, tout ça sur fond de ralentissement, parce qu'on a quand même de plus en plus d'experts qui nous parlent d'une récession qui pointe le bout de son nez la récession, elle est liée à ça. Il faut comprendre que la situation américaine est extrêmement différente. Les États-Unis n'importent pas d'énergie. Ouais. Les États-Unis ont un problème énergétique qui est interne. Il y a des gens qui en profitent de la hausse des prix de l'énergie, c'est les producteurs de pétrole, de gaz américains. Il y a des gens qui payent plus cher le pétrole et le gaz. Mais c'est un problème de répartition interne aux États-Unis. Ouais, nous, ça nous coûte 3 points de PIB. Ça peut être inflationniste, un problème de répartition. Mais nous, ça nous coûte 3,5 points de PIB qu'on perd et qu'il va falloir qu'on se partage la perte. Il n'y a pas moyen de l'éviter. Nous, c'est toute l'Europe. C'est tous les pays normaux importateurs de pétrole, sauf les États-Unis qui sont devenus autonomes. Et donc, si ce sont les particuliers, enfin les salariés, les ménages qui prennent cette paume, c'est ce qui fait qu'on va en récession plus vite? Non, pas forcément. Il y a deux types de récession. Il y a une récession qui serait due à ce que les particuliers contribuent énormément à cette perte, et donc il y aurait un recul de la consommation qui serait assez rapide. Mais si on faisait porter toute la perte aux entreprises, il y aurait un recul de l'investissement qui serait probablement plus lent, mais probablement plus durable aussi. C'est le syndrome de la stagflation des années 80. On avait fait porter la perte aux entreprises, et les entreprises avaient mis jusqu'à la fin des années 80 pour s'en remettre. Beaucoup disent que si la récession, elle sera légère et passagère. Et Nouriel Roubini, je lisais son billet d'humeur dans les Échos, dit non, ça sera ni léger, ni passager, ça sera long et sévère. Mais ça dépend beaucoup de la gestion de la récession par la Banque centrale. Parlons de la Banque centrale européenne. À nouveau, la situation des États-Unis est totalement différente. Les États-Unis n'ont pas d'inflation importée. C'est simplement un partage d'un surplus domestique. Qui va en récession, qui n'y va pas, qui y va de manière légère et qui y va de manière prononcée. Vous voulez dire en Europe ou... Europe et États-Unis. États-Unis, à nouveau, la récession sera probablement courte et pas très 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 sévère, parce qu'à nouveau, il n'y a pas de perte de revenus pour les Américains. Donc c'est chez nous. Ils se déchirent pour le partage du revenu, mais il n'y a pas de perte nette de revenus. En Europe, il y a une perte nette de revenus. C'est mon fameux 3,5 points de perte de hausse des prix des importations. Et donc, en Europe, il y a un vrai problème de partage de la perte. Alors, beaucoup dépend quand même de la réaction de la politique monétaire aussi à ce type de situation. Pour l'instant, c'est très clair. On accélère, on resserre de manière agressive. Non. Aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, mais à nouveau, c'est un non-problème aux États-Unis. Il n'y a pas de perte de revenus domestiques, il y a de l'inflation, la Banque centrale lutte contre l'inflation, mais ça ne sera pas dramatique, ça va être relativement rapide. Et donc pour la BCE qui se réunit la semaine prochaine, et donc la BCE, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a la perte de revenus et il y a de l'inflation importée. Le prix des importations de la zone euro a augmenté de 32% en un an.
hein. L'inflation en zone euro, c'est surtout de l'inflation liée à l'énergie, plus maintenant aujourd'hui. Non, alors maintenant c'est rééquilibré, c'était le cas au début. Il y a toujours, si vous faites 10% d'inflation de la zone euro, il y a 4% d'inflation due à l'énergie et 6% d'inflation qu'on appelle sous-jacente, qui est due au salaire, aux hausses de coûts salariaux. Non. Et donc pour la BCE alors et alors la BCE a un travail incroyablement compliqué à faire, ce qui n'est pas le cas de la Réserve fédérale. La Réserve fédérale, la ligne est claire. La BCE est déjà confrontée à une récession qui va s'annoncer toute seule. Il n'y a pas besoin de la BCE pour faire une récession parce qu'on a perdu 3,5 points de revenus. Hein. Et donc la zone euro va être en récession sans la BCE, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Hein. Et cette récession est inflationniste. Hein, c'est un choc d'offres négatif, c'est la hausse des prix de l'énergie, etc. C'est un cocktail qui est terrifiant. Voilà. Et donc, la BCE doit, si elle veut contrôler l'inflation, en rajouter sur la récession qui est déjà spontanément présente pour tuer l'inflation en plus. Et donc, c'est une double action récessionniste, celle qui est liée à la perte de pouvoir d'achat énergétique et celle de l'action de la BCE. Celle de l'action de la BCE. Et ce n'est que si la BCE empile les deux actions qu'elle devra... Elle osera y aller ou pas ? Elle pourra se débarrasser de l'inflation. Et alors, elle n'a pas du tout envie d'y aller. Parce qu'elle dit. Mais elle a... Oui, enfin, quand vous avez des gouverneurs qui vous disent que le taux d'intérêt neutre, c'est 2%, alors que l'inflation sera de 11 ou 12% en début d'année, c'est une plaisanterie. Quoi, je veux dire. Donc la BCE, clairement, n'a pas envie d'y aller. Mais je pense qu'elle ne pourra pas se contenter de mesures symboliques. Si elle monte les taux jusqu'à 2,5 et qu'elle s'arrête là, tout le monde comprendra que l'inflation étant à 11 ou à 12, ça n'a aucun effet sur l'inflation et que c'est simplement symbolique. Et donc la réalité... Et il ne faut pas compter sur la récession. Compter sur la récession pour... on peut compter sur une récession pour tuer l'inflation quand c'est une récession qui vient de la chute de la demande de biens. Mais quand c'est une récession qui vient de la chute de l'offre, elle est inflationniste, cette récession. Donc il ne faut pas compter sur la récession, de cette nature de récession, pour compter sur l'inflation. Enfin, pour combattre l'inflation. Donc je crois que la BCE va changer de position. Aujourd'hui a une position qui est relativement conciliante vis-à-vis de l'inflation. Et au fur et à mesure que les négociations salariales aboutiront sur des hausses de salaire plus élevées, elle sera obligée de durcir le ton. L'inflation salariale, qu'on appelle sous-jacente, sera plus élevée. C'est déjà 6%, on l'a dit tout à l'heure. Et ça sera 7, 8 dans le futur. La BCE sera obligée de faire quelque chose beaucoup plus violent contre l'inflation. Sinon, on change de monde. On abandonne l'objectif d'inflation, on accepte que l'inflation dure longtemps. C'est pas du tout dans le discours des banques centrales, 2%, c'est l'objectif. Et puis, c'est pas l'objectif. C'est l'objectif d'ailleurs en inflation proche de en 2024 de 2%, 2,3% dans la dernière prévision de la BCE. Mais à nouveau, si la BCE s'arrête, enfin mes calculs personnels montrent que si la BCE s'arrête à 2,5% dans la hausse des taux, l'inflation de 2024, elle sera autour de 5%. On est loin du compte. On sera à 11 en début d'année prochaine, on sera à 6 ou 7 en fin d'année. Enfin, donc on va avoir une révision continuelle des anticipations d'inflation de la BCE. Et la question est, est-ce qu'elle va accepter cette double récession dont l'Europe a besoin pour se débarrasser de l'inflation ? C'est très dur, mais il faut se rappeler que c'est comme ça que ça marchait dans le passé. Je veux dire, toutes les fois qu'il y a eu un choc inflationniste, les banques centrales ont mis les économies en récession. Si c'était un choc inflationniste venant de la hausse des prix... Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre alternative. Non, Jay Powell a dit l'autre jour, j'aimerais bien pouvoir faire autrement, mais il n'y a pas d'autres recettes pour se débarrasser de l'inflation. Et accepter 3 ou 4% d'inflation, on est loin encore une fois. Mais alors attends, on est dans le plus long terme. Aujourd'hui, l'inflation va dépasser 10% en Europe. Si on ne fait rien, les indexations des salaires vont se multiplier, les salaires vont bien s'indexer sur l'inflation, cette inflation deviendra permanente. Et donc, il faut sortir de cette inflation. Après, il y a une seconde question qui est de plus long terme, qui est, dans leur nouveau régime économique, où il y a les coûts de la transition énergétique, il y a moins d'économies en produisant dans les émergents, il y a le vieillissement démographique qui est normalement inflationniste, dans cet nouvel équilibre économique, est-ce qu'on ne doit pas changer d'objectif d'inflation, puisque au début de l'euro,
l'inflation normale, c'était à peu près 2%. Après, elle est tombée à 1%. Et déjà, ne pas réagir était un problème parce qu'on s'est battu continuellement pendant des années pour faire monter l'inflation, ce qui est un peu paradoxal, et a provoqué plein d'instabilité financière, de bulles, etc. Mais si l'inflation normale, pas aujourd'hui, mais dans 2, 3, 4 ans, est par exemple 3 ou 3,5%, est-ce qu'on peut garder un objectif d'inflation de 2%? Je ne crois pas, parce que ça impliquerait une politique monétaire tout le temps restrictive, le symétrique de la politique monétaire tout le temps expansionniste des années 2010. Donc la question de l'objectif légitime d'inflation dans un monde structurellement plus inflationniste va se poser clairement. Ouais, pas tout de suite, mais elle se posera. Non, mais 2004, 2005, mais... 2024. 2024-2025, mais il va falloir y réfléchir assez vite. On a Jamie Dimon, le patron de JP Morgan Chase, qui a fait cette prophétie un peu angoissante, comme quoi, enfin, il redoutait en tout cas une baisse de 20% supplémentaire du marché boursier américain, du Standard & Poor's. Vous n'y croyez pas, vous? Non, je crois que le marché européen n'a pas fait tout le chemin vers la baisse, parce qu'à nouveau, regardez les prévisions de marché. Les marchés financiers en Europe croient que l'Europe va pouvoir se débarrasser complètement de l'inflation à l'horizon 2024. Ils ont à peu près, les marchés financiers ont à peu près les mêmes anticipations d'inflation que la BCE, avec une hausse des taux extrêmement modeste, et ceci ne se produira pas. Donc soit la BCE fera des hausses de taux beaucoup plus fortes et combattra réellement l'inflation, soit l'inflation sera beaucoup plus élevée que ce qui est anticipé aujourd'hui en 2024. Mais il y avait de l'inflation dans les années 80 et les bourses montaient aussi, non? Ah oui, mais... de l'inflation, c'est pas négatif. Oui, mais... Non, mais c'était plutôt les années 70. Les années 60-70, on avait de l'inflation et cette inflation a été acceptée. Mais la question à nouveau est le degré de lutte contre l'inflation des banques centrales. Tant que les banques centrales veulent revenir à 2% d'inflation, et si elles font ça sérieusement, nous avons besoin de taux d'intérêt réels, c'est réel et important, beaucoup plus élevés que ceux qui sont aujourd'hui extrêmement négatifs. Des taux d'intérêt réels négatifs, ça condamne toute lutte efficace contre l'inflation. Et donc nous avons besoin de taux d'intérêt réels négatifs, et les marchés financiers n'anticipent pas encore, particulièrement en Europe. En États-Unis, c'est à peu près anticipé. En Europe, n'anticipe pas la marche qui vient sur les taux d'intérêt réels, et cette marche va faire baisser les marchés boursiers, les marchés de l'immobilier, mais surtout les marchés du non-coté, qui n'ont absolument pas réagi à un risque de hausse des taux. Le private equity, les dettes privées, etc., sont complètement tranquilles, ils n'ont absolument aucune réaction négative à ce qui se passe, alors que le marché action, il a quand même baissé. Le marché, et à quel moment ça va s'ajuster? Les investisseurs dans ces marchés attendent de voir si la BCE va faire vraiment son travail. Si la BCE s'arrête vraiment à 2,5% de taux d'intérêt avec une inflation qui serait... À supposer qu'elle s'arrête à 2,5 d'ailleurs, la BCE. Oui, l'inflation, à nouveau, l'inflation se perpétuerait. Les indexations des salaires au prix qui sont aujourd'hui de 0,5, 0,6 en Europe, c'est-à-dire que quand il y a 1% d'inflation, les prix montent de 0,5 ou 0,6 points de plus, convergeraient. Les prix ou les salaires? Les salaires, pardon, les indexations des salaires au prix. Et donc, je répète, quand il y a 1% d'inflation en plus, il y a un gros demi % de salaire en plus, ces indexations convergeraient vers 1, et l'inflation se perpétuerait, deviendrait permanente. Donc, les investisseurs, et particulièrement dans tous ces marchés de dettes non cotées, d'actifs non cotés, ne croient pas encore qu'ils vont voir une BCE agressive, et croient encore qu'il y a une petite chance de s'en sortir par soft landing. Le soft landing, c'est-à-dire la désinflation sans coût pour la croissance, pour le chômage, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ça ne peut pas exister. C'est ce que dit Jay Powell, mais dans l'esprit des investisseurs européens, il y a encore une chance de soft landing, curieusement. Bon, jusqu'au jour où les regards les yeux vont se dessiller. Mais c'est la même chose sur l'immobilier. L'immobilier résidentiel en Europe a augmenté, les prix ont augmenté de plus de 10%. Ils ne ralentissent pratiquement pas. Et d'habitude, les prix de l'immobilier résidentiel, c'était la première variable qui se retournait dans une récession. Eh bien, c'est la même chose. Les investisseurs en immobilier résidentiel croient que les banques centrales ne vont pas être sérieuses et que l'immobilier résidentiel restera une protection contre l'inflation avec des taux d'intérêt qui restent bas alors que l'inflation est élevée. Et ils prennent un risque majeur en croyant ça, mais c'est la croyance dominante aujourd'hui. Voilà, merci de passer nous voir. Donc, Patrick Artus,
L'économiste Patrick Artus, donc conseiller économique de Natixis, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci David.